Oui, alors c'est pas vraiment la fin du droit du sol, hein. C'est un aménagement du droit du sol, comme on l'a vu, puisqu'il s'agit d'étendre un certain nombre de délais requis pour régulariser ou naturaliser. Le problème, si vous voulez, c'est que le gouvernement est un peu en porte-à-faux par rapport à sa propre idéologie. Si le droit du sol est un danger et que effectivement l'île de Mayotte se trouve envahie, submergée par une population étrangère, pourquoi en serait-il différemment de la métropole? Je veux dire, toutes les identités sont équivalentes et toutes les identités, y compris l'identité de la France métropolitaine, méritent d'être respectées. L'identité, les moyens économiques et budgétaires mis à la disposition, etc. Parce qu'on ne peut pas dire que effectivement l'immigration est une chance pour la France selon le leitmotiv ululé depuis une quarantaine d'années au plus haut niveau de l'État, et puis venir nous expliquer que dans ce cas précis, l'immigration devient une sorte de malédiction. Parce que là, on comprend plus grand-chose, si vous voulez. Donc, il faut que le gouvernement se mette, comme disait le général de Gaulle, en accord avec ses arrière-pensées. Je ne pense pas que Gérald Darmanin parle au nom de la Macronie, là. Je pense que c'est plutôt un appel du pied pour la droite. J'ajouterais qu'effectivement, le cas de Mayotte est un cas pédagogique parce qu'on a vu 48% de la population de Mayotte est d'origine étrangère. Mais vous savez, les dernières statistiques de l'INSEE montrent que dans la tranche des 0 à 4 ans en métropole, 30% des enfants de 0 à 4 ans sont d'origine étrangère en métropole. Donc vous voyez, si on veut lutter contre un phénomène d'immigration, il faut évidemment mettre en place une politique migratoire plus restrictive, mais cette politique migratoire plus restrictive appellera nécessairement une réflexion sur la frontière, puisqu'on ne peut pas avoir de politique migratoire si on dit que la frontière, c'est une notion qui reste extrémiste. Il faut là encore un peu de cohérence dans la façon dont on gère cette question. Alors pourquoi Mayotte et pas ailleurs? Franck Louvrier. Moi je pense, si vous voulez, que la question de l'immigration, en France en tout cas, elle a deux caractéristiques. D'abord, je pense qu'elle se pose partout en France. Donc, ce n'est pas une question de nature, c'est une question, je dirais, d'intensité ou d'acuité. Elle se pose évidemment avec une acuité exacerbée dans des territoires comme Mayotte, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne se pose pas de la même façon, ou en tout cas pas en degrés, mais quand même dans d'autres parties de notre territoire, y compris en France métropolitaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois plus généralement qu'il faut à un moment oser le débat sur les origines. Je pense que les Français, de manière générale, ne pensent pas l'immigration au singulier. Ils ne pensent pas l'immigration comme un phénomène monolithique qu'il faudrait refuser en bloc ou accepter en bloc. Je pense que certaines immigrations, à raison d'affinités culturelles, d'affinités identitaires ou même d'affinités religieuses, ont trouvé à travers l'histoire leur place plus ou moins facilement au sein du creuset identitaire français. Et vous avez d'autres immigrations qui, pour exactement les mêmes raisons, eh bien, ne s'intègrent pas, ne se marient pas, ne s'harmonisent pas avec l'identité française. Et donc, effectivement, si vous posez la question de manière monolithique aux Français, ils vont dire non. Mais si vous leur dites, par exemple, est-ce que les immigrations européennes, chrétiennes d'Orient, asiatiques, juives, etc., est-ce que ça vous pose problème? On l'a vu pour les Ukrainiens, les Français sont tout à fait prêts à accueillir ce genre d'immigration. En revanche, si vous leur parlez d'immigration en provenance du monde arabo-musulman ou de l'Afrique subsaharienne, ils seront un peu plus mitigés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous voyez, la question de l'immigration posée comme ça en bloc est toujours assez dangereuse, et en fait il y a des immigrations, et je pense que les Français ont le droit de choisir avec qui ils veulent vivre. Anne Durez, allez-y Judith et Anne, vous réagirez. Moi je pense, si vous voulez, que la question de l'immigration, en France en tout cas, elle a deux caractéristiques. D'abord, je pense qu'elle se pose partout en France. Donc c'est pas une question de nature, c'est une question, je dirais, d'intensité ou d'acuité. Elle se pose évidemment avec une acuité exacerbée dans des territoires comme Mayotte, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle ne se pose pas de la même façon, ou en tout cas pas en degrés, mais quand même dans d'autres parties de notre territoire, y compris en France métropolitaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je crois plus généralement qu'il faut à un moment oser le débat sur les origines. Je pense que les Français, de manière générale, ne pensent pas l'immigration au singulier. Ils ne pensent pas l'immigration comme un phénomène monolithique qu'il faudrait refuser en bloc ou accepter en bloc. Je pense que certaines immigrations, à raison d'affinités culturelles, d'affinités identitaires ou même d'affinités religieuses, ont trouvé à travers l'histoire leur place plus ou moins facilement
au sein du creuset identitaire français, et vous avez d'autres immigrations qui, pour exactement les mêmes raisons, eh bien, ne s'intègrent pas, ne se marient pas, ne s'harmonisent pas avec l'identité française. Et donc, effectivement, si vous posez la question de manière monolithique aux Français, ils vont dire non. Mais si vous leur dites, par exemple, est-ce que les immigrations européennes, chrétiennes d'Orient, asiatiques, juives, etc., est-ce que ça vous pose problème? On l'a vu pour les Ukrainiens, les Français sont tout à fait prêts à accueillir ce genre d'immigration. En revanche, si vous leur parlez d'immigration en provenance du monde arabo-musulman ou de l'Afrique subsaharienne, ils seront un peu plus mitigés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc vous voyez, la question de l'immigration posée comme ça en bloc est toujours assez dangereuse, et en fait il y a des immigrations, et je pense que les Français ont le droit de choisir avec qui ils veulent vivre. Anne Durez. La question, si vous voulez, c'est évidemment pas d'interdire l'immigration en fonction de critères ethniques, raciaux ou religieux. Ah bon? Il est évident. Nous voilà soulagés. Non mais attendez, je veux dire, qui peut croire à une chose pareille? Enfin, on est tous ici républicains, on a tous, je dirais, le souci de ne pas faire de politique discriminante, au moins sur des critères scandaleux et honteux d'une certaine façon. Donc moi, ce que je dis, c'est que effectivement, les immigrations en provenance de certaines régions du monde, quand je parle du monde arabo-musulman, c'est pas une race, c'est pas une ethnie, c'est même pas une religion. Quand je parle de l'Afrique subsaharienne, c'est une région, ce n'est pas une race, ce n'est pas une ethnie. Donc moi je pense que le vivre ensemble, c'est peut-être bien, mais on est en droit de pas vouloir vivre ensemble avec tous et de partout. En tout cas, les Français l'ont démontré. Il y a certaines immigrations, effectivement, je les ai citées tout à l'heure, qui se sont beaucoup mieux assimilées à l'identité nationale française. D'ailleurs, j'en suis issu, moi-même. Pourquoi des profils comme le mien et comme d'autres ont été faciles à assimiler? Parce qu'évidemment, il y avait une proximité, il y avait une affinité avec le creuset identitaire français. C'est beaucoup plus facile, par exemple, de vous assimiler à la France quand vous êtes chrétien. Pourquoi? Parce que l'héritage chrétien, les églises, etc., ça vous pose pas de problème a priori. Les droits de l'homme, etc., vous avez quand même, des accointances ou des atomes crochus avec l'identité française. Il y a des immigrations. C'est-à-dire que vous voulez, inscrire dans la loi que les Africains chrétiens pourraient rentrer. Non, des quotas. Mais comment vous faites des quotas sur des bases religieuses? Je suis d'accord avec vous. Attendez, moi je fais pas d'amalgame. Il est évident, et je termine là-dessus, il est évident que les immigrations que je cite en provenance du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, voire du sous-continent indien, je les mets pas tous dans le même sac. Bien sûr qu'il y a individuellement des trajectoires qui sont des réussites à la fois pour ces individus et pour la France. Mais on ne fait pas une politique sur des cas particuliers. Il faut prendre les choses dans leur masse. C'est-à-dire que, en probabilité, vous avez beaucoup plus de chances de vous assimiler à la France et d'y réussir quand vous êtes un chrétien libanais que quand vous êtes un Afghan musulman. Je ne dis pas que tous les Afghans musulmans ne s'intègrent pas à la France. C'est juste une question de probabilité, en fait. Stéréotype, non. Parce que c'est quand même assez lié. Écoutez, et là, ça me gêne. La question est très simple. Quand on dit que l'immigration, d'ailleurs le ministre de l'Intérieur lui-même l'a reconnu, quand on dit qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance et entre l'immigration et la criminalité. On va y revenir dans un instant, d'ailleurs. Quelle est l'immigration qui est surreprésentée dans la délinquance et la criminalité? C'est pas des Scandinaves. D'accord? C'est pas des Américains. On ne sait pas puisque les statistiques ethniques n'existent pas. Peut-être, mais enfin, quand on voit quand même, je veux dire, les statistiques ethniques n'existent pas, sauf quand il s'agit de démontrer le lien entre les immigrations, la délinquance et la criminalité, parce que les statistiques ethniques existent quand il s'agit de démontrer qu'il y a des discriminations en France. Là, on les trouve et on vous sort tout un tas d'études sérieuses pour vous les démontrer. Mais en tout cas, quand vous prenez les patronymes, les Mohamed, les Ahmed, les Mamadou, etc., c'est très facile de savoir d'où vient cette surreprésentation de la délinquance. Ça n'est ni des Scandinaves, ni des Juifs, ni des chrétiens d'Orient, ni des Asiatiques. Donc, à un moment, il y en a aussi, Jean Messia, on ne peut pas le nier. Chrétien n'est pas une nationalité. Non, mais attendez, voilà. Ce que vous dites, c'est un raisonnement ex ante. Et ça, je suis contre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de facto et par essence, dire que telle immigration ou tel individu, parce qu'il est de telle origine, est programmé pour devenir délinquant ou criminel. C'est du pur délire de dire ça. Et je le dis pas. C'est du racialisme. Et c'est du racialisme. En revanche, ex post, ou en tout cas en amont, venir constater les statistiques, c'est ce qu'a fait le ministre de l'Intérieur dans les colonnes du JDD, juste faire lire les statistiques peuvent pas être d'extrême droite, madame. Les statistiques, elles attestent qu'il y a un lien entre certaines immigrations et la délinquance et la criminalité. Que ce lien puisse vous gêner sur le plan idéologique, je le comprends tout à fait, mais les faits sont têtus. On a beau faire toutes les annonces possibles, si le volet diplomatique n'est pas actionné en même temps, ça ne peut pas marcher.
Bon, première chose, moi, si vous voulez, cette marotte qui consiste à dire on peut rien faire parce que vous comprenez, les pays ne veulent pas de leurs ressortissants. Ça marche pas. Excusez-moi, quand on est la 6e puissance économique mondiale et qu'on déverse autant de pognon dans un continent dont qui constitue, si vous voulez, le point de départ majoritaire de l'immigration, je pense qu'on a quand même un certain nombre de moyens d'action. J'entendais un certain nombre d'interlocuteurs ce matin nous expliquer que si jamais on les force, ils iront voir la Chine pour faire des affaires avec. Je crois qu'ils n'ont pas attendu qu'on les force pour aller voir la Chine. Donc ça, c'est un argument totalement fallacieux. Le deuxième argument fallacieux consiste à dire on peut rien faire parce qu'il y a l'Europe. Donc vous comprenez, il y a Schengen, il y a l'Union européenne, etc. Mais excusez-moi, quand l'Allemagne a accepté d'accueillir 2 millions de Syriens entre 2015 et 2016, j'ai pas souvenir qu'elle ait appelé nos institutions ou le gouvernement français pour lui demander l'autorisation de les accueillir. De la même manière que quand la Pologne ou la Hongrie se ferment à toute immigration, ils n'ont pas non plus appelé l'Allemagne ou la France pour demander l'autorisation de fermer leurs frontières. Donc on voit bien qu'en matière migratoire et en matière identitaire, il y a des souverainetés européennes au pluriel qui restent tenaces. Et je ne vois pas pourquoi la France devrait s'en priver. Donc on peut le faire. Et la troisième chose, c'est que les chiffres que vous avez énoncés, que vous avez montrés à l'écran il y a un instant, ils ne tombent pas du ciel. Ces chiffres-là sont le résultat d'une politique migratoire qui a failli, qui a menti et qui a trahi. C'est ça la vérité. Il y avait 3 choses dans les années 50, 60, 70 qui permettaient la réussite de l'immigration. Il y avait une croissance économique très forte, avec un chômage très faible qui permettait à l'immigré d'arriver, de trouver immédiatement du travail. Il y avait un creuset identitaire qui était affirmé par les élites au plus haut niveau. C'était à l'époque de la France gaullienne et même pompidolienne. Voilà. Et il y avait surtout très peu d'immigrés. Donc ces 3 facteurs. Et l'école. Oui, mais l'école qui fonctionnait. Ça fait partie du creuset identitaire qui a des vecteurs, évidemment. Ça, c'est pas gazeux comme concept. C'est l'école, le service militaire. Enfin bon, il y a tout un tas d'institutions qui permettaient. À partir des années 80, tout ça a été battu en brèche. C'est-à-dire le creuset identitaire a volé en éclats sous le double impact d'une idéologie supranationale européenne et antinationale qui consistait à présenter la France comme un pays affreux, raciste, antisémite, colonialiste, etc. Donc c'est cette idéologie qui a biberonné nos enfants dans les écoles. La croissance économique s'est fortement ralentie avec un fort chômage de masse qui ne permet pas d'intégrer les immigrés. Et voilà la conséquence. Et évidemment une massification de l'immigration qui n'est plus une immigration individuelle, mais qui devient une immigration de peuplement. Voilà le résultat de cette triple... Gauthier Lebret. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais... Je ne vois pas pourquoi ce serait sur ce seul point qu'ils auraient fait quelque chose, étant donné qu'il y a quand même une impuissance publique qui a été institutionnalisée depuis une 40aine d'années, puisque aujourd'hui, la politique, on est revenu à une sorte de conception pré-newtonienne de la politique, c'est-à-dire on a des éléments naturels qui dépassent le champ politique. L'immigration, c'est le climat. On peut rien faire contre. Le chômage, il faut s'y résoudre. On peut rien faire contre. Or, je pense que des exemples ne manquent pas au cours justement de la même période où la politique a au contraire infléchi le réel. Prenez un pays comme la Corée du Sud, dont le PIB par habitant était inférieur à celui du Zimbabwe dans les années 60 et dont le PIB par habitant aujourd'hui dépasse celui du Portugal. Donc si vous voulez, si on explique qu'on peut rien faire dans aucun domaine et que le seul objectif de la politique, c'est effectivement l'impossibilisme, c'est de savoir pourquoi on ne peut pas faire, vous comprenez qu'on en arrive à cette situation.